Aujourd'hui, on a la chance de discuter d'un sujet qui va avoir de l'importance pour l'avenir de notre communauté, les énergies renouvelables. L'actualité, elle nous ramène sur le sujet régulièrement et nous serons bientôt face à faire des choix importants. Alors, nous avons eu l'opportunité d'en discuter avec notre invité ce matin et je peux vous dire que ce ne sont pas les idées qui manquent. Il va y avoir une période de questions et d'échanges après la conférence. Alors, M. Samry sera ouvert à vos questions. Jean-François Samry, il dirige l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable depuis décembre 2009. Il est vice-président de la table des partenaires de la Société Plan Nord, membre du groupe de travail gouvernement-industrie sur le développement de la filière éolienne au Québec, ainsi que de la table de concertation sur le marché de matières ligneuses. Anciennement président-directeur général de l'Association de l'industrie électrique du Québec, il collabore depuis plus d'une décennie au développement des énergies renouvelables avec plusieurs acteurs énergétiques, environnementaux et gouvernementaux. M. Samry est détenteur d'un EMBA en énergie du Norwegian Business School et d'un baccalauréat en économie de l'Université de Sherbrooke. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Samry sur son sujet d'aujourd'hui, transition énergétique aux îles, un incroyable moteur de développement économique durable. Merci. On va se timer parce qu'en énergie, ce qu'on sait, c'est la bonne énergie au bon moment, puis c'est important. Donc, merci, ça me fait plaisir d'être aux îles. On l'entend toujours, mais moi, ça me fait plaisir vraiment, là, parce que la première chose que j'ai fait en descendant de l'avion, je suis allé me chercher un club au homard. La deuxième chose, après avoir rencontré des gens, je suis allé me chercher une magnifique et extraordinaire bière avec les produits locaux. Hein. Donc, ça me manquait, cette bière blonde là, à votre microbrasserie. L'écume. Oui, voilà, l'écume. Et donc, puis ça faisait 5-6 ans que je n'étais pas revenu, mais c'est d'ailleurs ici que j'ai fait mon voyage de noces, hein, pour vous dire que mon attachement aux îles, et tout comme à ma conjointe, est toujours là. Mais vous n'êtes pas venu ici pour avoir cette tranche de vie-là. Donc, le plan de la présentation, on va faire un retour sur quelques constats. On va parler de la substitution, on va se questionner, est-ce que c'est une voie à suivre, est-ce qu'il y a des pistes de transition énergétique, quelles sont les conditions de succès et les retombées pour les îles. Là, je vais essayer de faire ça dynamique, si je vous vois vous endormir ou si je vous vois poser des questions, là, on va arrêter ça là, mais j'en ai pour à peu près une demi-heure, puis après ça, on va discuter ensemble. Donc peut-être un petit mot sur l'association, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, elle est là depuis 25 ans. Et son rôle est d'accroître la part des énergies renouvelables et sa valorisation pleine et entière au Québec. Et donc, ça me fait plaisir d'être là. Et donc, voilà, premier constat que je tire de la démarche de la Commission consultative sur les enjeux, qui a produit un très bon document, puis d'ailleurs, ça fait 2 ans que M. le maire et moi, nous nous connaissons. Et c'est à partir justement de cette démarche-là que je trouve exemplaire de faire une discussion avec les citoyens et pour en arriver à une compréhension commune. Et donc, une fois qu'on a trouvé le problème, ben, les solutions viennent peut-être plus rapidement. Donc, premier constat, aux îles, il y a de l'énergie. Hein, il y en a. Et voici que ça soit pour l'essence, il y a des acteurs. On n'est pas dans un désert énergétique. Il y a de l'énergie, que ce soit de l'électricité. On voit tous les joueurs, qui sont-ils, quel type d'énergie est consommé. Ça ne nous dit pas les quantités, mais ça nous dit que le secteur énergétique aux îles, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'entreprises et c'est un marché qui est occupé. Une autre image importante également, c'est que 100% de cette énergie-là, elle est fossile et 100% de cette énergie-là, elle est importée. Là, on le voit ici pour ce qui est de la production d'électricité et le transport et le reste pour les besoins de chauffe. Et donc, c'est un enjeu parce que la différence, on va le revoir, c'est le choix technologique qui a été fait, qui était le meilleur sur la table à l'époque, au moment où il a été installé. Puis chapeau à l'Hydro-Québec pour l'utilisation de la centrale, puis comment il l'opère, pour l'avoir visité à quelques reprises. C'était au moment où elle a été construite vraiment le modèle, la meilleure solution. Pour une clientèle insulaire, et maintenant, il y a des choix à faire et il y a des alternatives en termes de technologie, de coûts qui sont là également. Ça fait partie de la discussion. Le transport est très important
Et donc, est-ce que ce faisant, les îles sont tellement différentes du Québec? Bien, si on prend les données de 2012, j'aurais pu prendre celles de 2013, mais celles de 2013 viennent juste d'être validées parce qu'en énergie, la chose est que les statistiques, c'est toujours long à sortir. Ça prend à peu près 2 ans et demi parce que les primaires sortent, sont validées et tout. Donc, on travaille sur celle de 2012. Donc, on voit qu'au Québec, la quantité, c'est 563 TWh équivalents. De consommation, 56% d'énergie au Québec est importée. C'est 100% aux îles, mais c'est 56% sur le Québec tout entier. Et ça, les importations, ça représentait, là vous l'avez, l'hydroélectricité, les produits pétroliers, le gaz, le charbon, il y avait du nucléaire à cette époque-là, la biomasse et l'éolien. Donc ça, c'était le portrait énergétique. Mais ce 16 milliards de dollars-là, qu'est-ce que ça représente? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ça a-tu un impact? C'est pas comme les joueurs de hockey, là. La balance énergétique, là, on est moins habitué de jongler avec ça. Bien, dans une analyse faite par Desjardins, je pense que le graphique l'illustrait bien. Pour la même année, ça représentait 54% de la balance commerciale négative du Québec. Donc, le Québec importe plus qu'il exporte et 54% de ça, c'était l'énergie. Et donc, si on ajoute en plus à ça les véhicules, les pièces automobiles, ça augmente encore plus, mais donc le transport. Mais en 2012, l'énergie représentait 54% de notre déficit commercial. Donc, le constat numéro 1, les îles et le Québec sont des importateurs massifs d'énergie. Ça affecte la balance commerciale, ça affecte également l'économie parce que c'est de l'argent qui ne reste pas dans la communauté, c'est de l'argent qui ne reste pas dans la province. Puis, parce que cet argent-là ne reste pas chez nous, bien, ça ralentit également le développement économique. Donc, on est très altruiste, on aide les autres à se développer, mais des fois, c'est le fun de s'aider nous-mêmes et que l'argent fasse vivre la communauté. Donc ça, c'est le premier constat. Les îles le sont un peu plus parce que, vous n'avez pas, c'est pas comme certaines îles en Norvège ou ailleurs où l'île n'est pas grosse, mais il y a une grosse rivière où il y a une chute d'à peu près 500 mètres et donc ça ne prend pas une grosse turbine ça ne prend pas un gros filet d'eau pour pousser une très grosse turbine. Là. Malheureusement, vous n'avez pas une grosse rivière, mais vous avez un paquet d'autres choses et on va les voir. Donc ça, c'est le constat numéro 1. Constat numéro 2, c'est que le Québec s'est fixé des cibles de réduire pour 2030 de 37,5% ses émissions de gaz à effet de serre. Voici où elles étaient, 84,5 millions de tonnes, des mégatonnes équivalents, et on veut les descendre à 52,8. Donc, faites le calcul, là, c'est à peu près 2% par année. Donc, c'est quand même énorme. Et en matière de GES, ben, si on regarde les îles, on avait une discussion hier, M. le maire et moi là-dessus, sur le fait de dire, ben, écoute, aux îles, on a les îles, on a le Québec, finalement, on est bien pire, on est pire au Québec, là, que certains ont déjà dit aux îles, mais pas dit salut, moi. J'ai déjà entendu ça aux îles, là. Mais finalement, quand on enlève l'effet de la centrale, ben, finalement, on se ramène à un portrait qui est sensiblement celui du Québec. Donc, mais néanmoins, si, admettons, on prenait la Suède ou si on prenait les États-Unis et qu'on allait dans les communautés isolées, ben, on aurait des statistiques tout aussi similaires. Donc, les îles ont un enjeu sur la réduction des gaz à effet de serre, sur l'importation et la production d'énergie, mais il y a des solutions qui existent. Et donc, les îles et le Québec doivent réduire les émissions de GES afin de rencontrer les cibles gouvernementales, mais également d'améliorer leur bilan économique et social, parce que dans le fond, on s'aperçoit que ce qui émet des GES, c'est les énergies fossiles qu'on importe. C'est tout ça c'est lié. Et donc, il faut trouver une solution. Et est-ce que on est les seuls, est-ce que vous êtes les seuls à faire cette réflexion-là? Je vais vous montrer 2 articles de journaux. Journal britannique The Guardian. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 photos. Deux photos qui représentent les plus grands producteurs de pétrole de la planète, d'un côté,
et de l'autre côté, le plus grand consommateur de produits pétroliers de la planète. Je vous raconte l'histoire. Ça vaut la peine pour faire la suite. Donc, les pays de l'OPEP, ça c'était à l'Assemblée annuelle de IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables qui relève de l'ONU. Il y a eu les pays producteurs de pétrole qui se sont dit, ouais, ben là, le prix du pétrole baisse, il y a du pétrole de schiste, il y a du pétrole, on en trouve de plus en plus partout. Ouais. Mais ça se trouve, c'est nous qui avons le coût de production le plus bas, en bas des 10 $ le prix du baril de pétrole. Donc, les derniers à faire de l'argent avec le pétrole, ça va être nous autres. Puis si on veut s'éliminer de la concurrence, ben, il faudrait qu'on continue à tenir le prix du baril bien bas. Et donc, ce faisant, ils se sont aperçus que chez eux, tout roule au pétrole. Les pompes pour l'eau, n'importe quoi, là, tout roule au pétrole, pas de problème, puis on brûle ça du pétrole à fond. Et donc, ils ont pris un engagement de faire une transition vers les énergies renouvelables. Pourquoi? Bien, tout simplement pour se libérer de cette consommation de produits pétroliers-là et pour rendre ce pétrole-là disponible à l'exportation. Ce faisant, disons, on va être les derniers à l'exporter parce que c'est nous autres qui le produisent le moins cher. Donc, les pays producteurs de pétrole les plus efficaces s'en vont vers les énergies renouvelables. De l'autre côté, le plus grand consommateur de la planète, la marine américaine, regarde la chose et se dit on consomme énormément de pétrole, que ce soit pour nos bateaux, que ce soit pour les avions qui sont sur les porte-avions. Et parce qu'on en consomme beaucoup, on se fragilise, on doit aller souvent à quai pour se remplir et autres. Et donc, ils ont fait ce qu'ils appellent The Green Fleet Initiative. Tapez ça ce soir sur Google, vous allez voir que ils ont décidé de faire une conversion vers le biodiesel de leur flotte. Et pour le moment, il y a une de leurs 5 flottes qui roule à ça. Mais si, 2020, ils se sont donné comme objectif d'avoir 50% de l'ensemble de leur consommation qui proviennent de biocombustibles. Ça, vous savez, là, mais ça en fait énormément. Et donc, eux aussi, de leur côté, c'est quelque chose qui est plus profitable. Puis leur Project to the Moon, eux veulent développer à l'intérieur des bateaux des bioréacteurs qui utilisent des algues, qui vont utiliser le CO2 et des moteurs pour nourrir les algues, pour produire et donc avoir à l'intérieur, être autoproducteur avec l'eau de mer et le CO2 des moteurs du biocombustible. Et donc, c'est leur objectif. Donc, les consommateurs, les producteurs y vont. Alors, les plus grands, donc, c'est donc que ça doit valoir la peine. Donc, c'est ce qui a amené la Terre, chemin faisant, c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis 2012, là, à faire la transition énergétique. Ça, c'est pas une plat de spaghetti que vous allez manger ce midi, là. C'est un diagramme de Sankey. Ce qui nous indique, c'est les sources de production d'énergie, l'énergie primaire, donc l'énergie d'où elle vient, comment elle est transformée et où elle est consommée. Donc, ce qu'on s'aperçoit dans un premier temps, c'est qu'au Québec, l'énergie fossile est plus grande que l'énergie verte. Vous voyez, il y a plus de gris qu'il y a de vert. Et quand on s'en va, ben, et de l'autre côté, dans le rose, on le voit que pas juste la centrale ici qui a des pertes d'efficacité entre l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort parce que c'est un moteur à explosion. Il y a également tout le secteur des transports parce que, vous savez, votre véhicule d'essence a un moteur encore moins performant que celui à la centrale. Et donc, le transport est probablement le plus gros secteur où il y a une efficacité. Donc, entre l'énergie que vous mettez dans votre auto et celle qui fait tourner vos roues, là, vous en avez perdu à peu près 90%. C'est sûr que vous en récupérez par votre chaleur que vous en servez, là, mais il y a des pertes énormes. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on perd plus d'énergie au Québec qu'il y a d'énergie qui est finalement utilisée. Vous voyez tout ça? Juste ici. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire cette transition-là? Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Là, on est arrivé avec cette transition-là, la vision 30-30. Et là, vous voyez qu'à la toute fin, l'énergie utile est rendue plus grande que l'énergie perdue. Les énergies renouvelables sont rendues plus importantes que les énergies fossiles. Et donc, ce qu'on a proposé dans la vision au gouvernement, dans les dernières consultations, c'était de réduire de 30% les produits pétroliers
pour augmenter de 30 TWh équivalents, donc pour augmenter la part des énergies renouvelables, ce qui générerait, pour produire cette énergie supplémentaire-là, des investissements de 30 milliards de dollars. Et donc, en plus de ça, des emplois, des revenus fiscaux, parafiscaux et autres, des taxes foncières. Essentiellement, c'est toujours intéressant. Oui. Surtout quand c'est d'autres qui arrivent dans la municipalité, ça, c'est très bon. Donc, c'est très bon pour tous les autres concitoyens. Donc, c'est ce qu'on a présenté au gouvernement et ça a l'air que ça les a intéressés parce qu'ils en ont même mis plus. Et donc, le gouvernement est arrivé, nous, ce qu'on faisait remarquer, c'est que quand est arrivée la construction d'Abbey-James au Québec, il y a eu une baisse de la demande en énergie pour le chauffage, une augmentation de l'électricité, et le Québec a fait une première transition énergétique dans son ensemble, est allé chercher une réduction de 25% de la part des produits pétroliers. Mais vous voyez, ça a été une source d'énergie renouvelable qui est venue la remplacer. Donc, la deuxième phase qu'on proposait au gouvernement, c'était de faire une deuxième transformation, y aller dans ce qui reste le chauffage, le transport, les procédés industriels, et de réduire de 30%. Mais le gouvernement, lui, a décidé d'y aller, on y va pour de vrai, la cible gouvernementale, c'est de réduire de 40%. Alors, si on retourne aux îles, si on retourne ici, on voit dans un autre tableau qui a été produit par l'équipe ici dans leur portrait, on voit comment les produits pétroliers sont consommés entre la production d'électricité, la production de l'essence, le diesel et autres. Donc, on peut voir les différents utilisateurs. Et ça, je pense que c'est un énorme pas en avant que vous avez de fait aux îles dans la réflexion collective, c'est de connaître le problème. Connaître le problème, l'avoir documenté, et par rapport à ça, en tant que gens d'affaires, vous avez des décisions à prendre et de dire, on s'en va où? Et avant d'investir, je veux savoir où on s'en va parce que je ne l'aurai pas deux fois l'argent investir, puis je n'engagerai pas du monde pour après ça dire, c'est sûr, mon grand, ma grande, là, on s'est trompé, fait que, regarde, merci ma mère, je suis obligé de couper les postes. Donc, il y a le statu quo parce que tout le monde attend, c'est une certaine forme de réponse à l'incertitude parce qu'une fois que la voie est tracée, tout le monde s'enligne et on y va. Donc, se donner les conditions gagnantes, avoir un plan directeur, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est que tout le monde y adhère, et c'est ce qui va faire une grande différence. Et par la suite, c'est toujours le bon vieux proverbe russe, fais confiance mais vérifie. Hein? Donc, avoir des données ouvertes, être capable de le communiquer, mais aux gens de dire, vous savez, faites pas juste nous faire confiance, là. Vous allez voir pourquoi il faut que vous nous fassiez confiance, parce que vous pouvez consulter à tout moment la transition où on est rendu et sur des données ouvertes. Et donc, ça permet le développement d'applications, ça permet le développement de technologies et autres. Et donc, c'est un élément important. Mais maintenant, là que j'ai dit tout ça, là, dans le concret, ça veut dire quoi? N'est-ce pas, M. le maire? C'est votre question aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, couper des produits pétroliers en diminuant pas notre confort et en créant des emplois? Parce qu'il faut avoir des bénéfices. Donc, pour le mazout léger, ce qui est utilisé pour le chauffage, il y a ici une technologie québécoise, fabriquée au Québec. Je suis sûr que vous seriez capable de le faire ici aussi. Technologie québécoise qui s'appelle un mur solaire. Donc, l'utilisation du solaire, et j'ai regardé la nuit dernière, ça m'arrive d'avoir des petites insomnies, ne vous en faites pas. L'année dernière, aux îles, il n'y a seulement que 3 jours dans l'année. C'est une année bissextile en plus, là, donc c'est 3 jours où. Non, c'est cette année, l'année dernière, n'était pas bissextile. Donc, on va donner une chance. Peut-être cette année, il y en aura un de moins. Mais il y a eu 3 jours où il n'y a pas eu suffisamment de rayonnement solaire pour la peine pour produire de l'électricité à partir des panneaux, là, donc de panneaux solaires. Donc, vous avez un très bon ensoleillement. En fait, la radiation solaire aux îles, elle est supérieure à une ville comme Paris ou Berlin. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que vous en avez, parce que des panneaux solaires en Allemagne, il y en a. Donc, les murs solaires sont une façon de chauffer l'air en hiver ou de permettre l'évacuation de l'air chaud en été,
permet de préchauffer l'air qui est utilisé par le chauffage, et donc ça permet de réduire la consommation de mazout pour le chauffage. Donc, par des programmes d'efficacité énergétique, par du solaire passif ou thermique, on peut, ce faisant, réduire la consommation de chauffage. Pour ça, ça va prendre nécessairement que les architectes aux îles soient conscients, puis les firmes de génie s'habituent à cette technologie-là, puis également qu'on en voit et qu'ils s'en installent pour que tout le monde, ça lui donne un intérêt. Un programme de rénovation énergétique dans plusieurs autres régions où on voit des utilités publiques faire un certain changement ou des agences de transition énergétique. Il y a des programmes qui sont faits où il y a un audit, donc on vient chez vous, on fait la mesure et par la suite, on réisole le toit, on change les fenêtres et vous avez un gain net. Donc l'efficacité énergétique est un grand pas en avant dans l'immobilier. Et même bientôt, vous allez pouvoir changer vos bardeaux de toit par des bardeaux qui produisent de l'électricité. Donc, vous pouvez faire sans rien changer. Et il y a également, on peut remplacer du mazout léger par des réseaux de chaleur, là où il y a une certaine densité. Il y a, par la suite, aux îles, il y a des pêcheries. Tant mieux, je suis très heureux parce que je suis un grand consommateur. Mais les usines ont besoin de chaleur pour créer de la vapeur. Et voici un procédé, une autre technologie québécoise, c'est par Racam, un start-up de l'Université de Sherbrooke, qui a des concentrateurs solaires et ce qui fait en sorte que, là, ils sont tournés à l'envers parce que c'est à l'installation, mais sinon c'est tourné et ça ici reçoit le soleil et il va le concentrer sur le tuyau qui est là et ça peut amener jusqu'à 130 degrés Celsius le liquide qui est dedans, donc c'est bien suffisamment pour faire bouillir l'eau. Et donc, en été, il y a plus d'heures d'ensoleillement, ce qui permet de créer de l'eau bouillante, de créer de la vapeur pour les besoins de chaleur des procédés de transformation. Donc, voici un autre exemple qui peut être utilisé pour ce faire. Et quand je vous parlais de réseau de chaleur, est-ce qu'on a besoin de mettre un main de 40 pouces là, pour si on a besoin de tout ouvrir là? Vous voyez, là, ça, c'est une tranchée drainante, là, comme certaines fermes, quand ils passent le drainage, ben, c'est à peu près ce que ça a l'air. Et à l'intérieur, c'est un tuyau avec de la mousse, puis l'eau chaude qui entre, puis l'eau un petit peu moins chaude qui ressort. Et à l'entrée de chaque maison, il y a deux valves, une qui mesure la température et la pression d'entrée, puis une à la sortie qui mesure la température et la pression. Et on fait le différentiel entre les deux. Donc, c'est des solutions qui existent et qui peuvent s'installer, mais encore là, ça prend une volonté, puis ça prend un certain volume, puis ça prend un certain endroit pour le brancher. L'autre, c'est le secteur des transports. Combien d'entre vous font plus de 100 km par jour? OK. 150? Pas loin de ça. 150, non? Bon, mais regardez, vous êtes correct pour avoir une auto électrique et de ne pas en manquer. Puis si à 150, vous aviez trop de lousse, là, ben, Chevrolet a sorti sa Bolt qui est rendue à 300 km, toute une journée. Donc, le transport électrique, qui soit ici, on voit des autobus scolaires, j'en ai croisé un ce matin, et donc les autobus Lyon, une autre technologie québécoise, pourrait être utilisée pour réduire la consommation de diesel par le transport scolaire. Il y a le réseau électrique alimenté par Hydro-Québec, donc la recharge des véhicules électriques. On a, puis parce que certains pourront dire, oui, mais là, l'électricité, elle est produite par la centrale, donc c'est-tu mieux, c'est-tu pas mieux? On a néanmoins une autre technologie québécoise ici qui est le Renews, qui est ni plus ni moins un car park solaire. Donc, vous, ça a deux avantages. Vous stationnez en dessous, c'est très bien. Et ça vous permet de chauffer de produire de l'électricité pour votre véhicule. Donc, ce faisant, vous pouvez charger votre électricité avec 100% de l'énergie non émettrice de GES. Et ce faisant, ben, vous pouvez même, si vous avez de l'extra, raccorder votre maison dessus ou autre. Donc, c'est une autre technologie québécoise qui existe. Et comme il y a des concessionnaires aux îles, il y a également les biocombustibles qui pourraient être davantage utilisés parce que maintenant, on a des moteurs qui pourraient utiliser 85% de biocombustibles. Et donc, les biocombustibles
peuvent être carboneutres ou presque, donc ce faisant, réduire également. Et l'autre façon de réduire réduire les émissions de GES, on a vu, c'est dans le transport, et avec des réseaux de chaleur, et en produisant davantage de production alimentaire aux îles, on est capable, ce faisant, de réduire le besoin de transport pour transporter de la nourriture qui vient de loin. Donc, en ayant un réseau de chaleur, on est capable d'avoir de la production en serre. Là, si vous me dites, là, quand je te dis, j'ai juste des patates et des navets qui chouent, là, je ne veux pas retourner là en disant que je vais juste manger de la salade, des cocombes, des tomates. Là. Il y a d'autres choses dans la vie, mais déjà là, ça permet d'avoir une production locale, ça crée des emplois, c'est structurant et je pense que c'est quelque chose de positif également. Par la suite, on a le mazout lourd, vous la connaissez, vous l'avez tous visité quelques fois, vous passez devant, vous en rendez même plus compte tellement que vous passez en avant. Donc, il y a le couplage pour le mazout lourd de la centrale des îles. Il y a le couplage éolien-diesel, il y a un appel d'offres, vous connaissez le dossier actuellement, c'est en train de se régler, ça va se régler. Donc, le couplage éolien-diesel, si vous me dites, ouais, c'est correct, la centrale va être là, elle nous est annoncée, elle est là pour 25 ans, ce qu'on peut faire, il peut y avoir plusieurs développements dans les biocarburants au Québec qui se font actuellement. D'ici les 2-3 prochaines années, le Québec devrait compter sa première bioraffinerie de taille industrielle et donc remplacer à l'intérieur de la citerne du mazout lourd par du biomazout. C'est des choses qui, dans un horizon pas trop lointain, vont pouvoir se faire également. Il y a du déploiement de solaire dans le secteur résidentiel parce que, vous savez, il faut se rappeler qu'il y a pas si longtemps, aux îles, on avait des panneaux solaires aussi qui étaient installés sur toutes les berges. Et ces panneaux solaires-là ne servaient pas à produire de l'électricité, ils servaient à faire sécher la morue. C'était ni plus ni moins, on séchait à l'aide du soleil une énergie qui était par la suite consommée ou exportée. De la même façon, sauf qu'au lieu d'être de la morue qui est dessus, c'est de la silice. Et donc, on peut utiliser la même chose, un visuel qui est similaire, donc le solaire. Et de ça, je pense que Hydro-Québec a également une technologie extraordinaire qui est avec sa compagnie Estalion pour les super batteries. Voici un milieu extraordinaire pour la tester, puisque l'hiver, il fait froid, il fait très froid. Il y a du vent, le vent rentre partout, le vent transporte la brume de mer, le sel se met partout. Le sel, c'est pas bon sur votre auto, vous le savez, sur vos connexions électriques. Donc, c'est un milieu, et l'été, il y a du sable, et donc c'est un endroit extraordinaire pour le tester, une carte de visite. Donc, il y a des discussions qui ont cours actuellement, et je suis sûr qu'il y a là un intérêt d'y aller. Et pour le transport, quand je vous parlais de bioraffinerie, en voilà une, elle est à Lappeenranta, en Finlande. Et vous voyez, je ne vous aurais pas dit que c'était à Lappeenranta, en Finlande, ça ressemble pas mal à la Côte-Nord, ou ça ressemble pas mal à beaucoup de régions du Québec. Donc, c'est une ancienne scierie. On voit ici le reste de la scierie, les copeaux et autres. Et la bioraffinerie est à cet endroit-là. Et elle produit 20 millions de litres de biodiesel, donc fait à partir de biomasse forestière résiduelle. Donc, vous pouvez le regarder, là, UNP, www.unp Biofuels, et allez voir. Donc, c'est des choses qui existent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec ce biocarburant-là? À terme, on pourrait utiliser ce biocarburant-là pour alimenter les bateaux de pêche. Donc, ça amènerait aux îles, si l'armée américaine le fait, pourquoi la flotte de pêche des îles ne pourrait pas le faire aussi? Vous n'avez pas des avions à faire décoller, vous avez des cages au bar à tenir, des cages pour les crabes. Donc, il y a moyen de faire une flotte qui soit alimentée au biocarburant. C'est sûr que ça commence par un projet de premier pilote, premier projet pilote. Avec la traçabilité qui a été mise en place, il y a là un moyen extraordinaire de vendre un produit à très haute valeur ajoutée parce que il y a beaucoup de marchés qui cherchent justement des pêches durables et des pêches qui ont une faible empreinte carbonique. Un pays scandinave, à titre d'exemple,
il y a des hôtels qui sont certifiés environnementaux et toutes les entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont rapport sur le développement durable, ne vont que n'envoient leurs employés que dans ces hôtels-là, parce que ça fait partie de leur rapport sur le développement durable. Et eux se cherchent du même coup des fournisseurs en produits de toutes sortes, que ce soit produits vestimentaires, que ce soit des produits de nettoyage, que ce soit ce qui entre dans les cuisines, des produits certifiés. Donc il y a là un démarchage à faire. Une conversion énergétique des traversées est une autre alternative. Et biocarburant dans le secteur aérien. Vous avez un aéroport, on l'a vu dans la figure au départ, qui en consomme. Secteur aérien, de par les conventions des Nations Unies, s'est engagé à réduire son empreinte de GES. Pour le moment, ils le font parce qu'ils changent les avions et ils ont des moteurs 15-20% plus écono-énergétiques. Mais ça ne change pas que, même s'ils ont ça, il y a plus d'avions qui volent parce qu'il y a plus de monde qui voyage. Donc, au net, ce qu'on a sauvé d'un côté, on le compense de l'autre parce qu'il y a plus d'avions. Et leur façon de réduire les GES va nécessairement passer par des biocarburants. Et ceux produits à partir de biomasse forestière résiduelle sont des biocarburants très acceptés par rapport à ceux qui sont produits à partir d'huile de palme ou à partir de maïs ou d'autres denrées alimentaires. Donc, ça se fait avec des forêts certifiées. Et donc, c'est une façon également pour les villes de venir réduire son empreinte. Donc, les conditions de succès à la transition, bien, je pense que vous les avez déjà pas mal rassemblées, c'est-à-dire un travail de concertation, d'identification d'enjeux, de solutions, d'identification des facteurs requis. Derrière ça, si on veut amener des nouvelles technologies, ça prend des programmes de formation. Il faut que les gens soient formés avant. Vous avez un cégep, vous avez des centres de formation, donc ça prend une réglementation. Donc là-dessus, M. le maire, il y en a un bout qui va bien. Ça prend des partenaires. Vous avez, la municipalité a également fait partie d'un syndicat financier qui a des parties dans des parcs éoliens. Et ça prend également de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est de penser différemment à la base. Donc, comme je parlais tantôt de murs solaires, bien, quand on fait une rénovation de bâtiment, bien, ça pourrait être une idée de revoir ça, de mettre des ampoules, des diodes électroluminescentes, des DEL et de revoir. Donc, l'éco-conception au départ. De la communication, de la vision, des cibles, des échéanciers, puis pour bâtir un consensus social, c'est pas le tout de le bâtir, il faut le maintenir, puis ça passe par la communication et des données ouvertes pour faire la reddition de compte. Une approche par projet, parce que des fois, il faut que plusieurs choses bougent en même temps, on ne peut pas être partout. Mais une approche de gestion par projet, on en fait un pour pouvoir en faire un autre. Et du leadership et de l'acceptabilité sociale, c'est ce que ça prend pour que ça réussisse. Donc, qu'est-ce que ça donnerait aux îles? Un apport plus grand d'énergie renouvelable, ça donnerait une balance commerciale améliorée. Le fait de produire localement, le fait de moins importer, ça améliore la quantité d'argent qu'il y a dans l'économie. Ça vient également avoir un renforcement du pôle touristique et des pêcheries. Parce qu'avoir des pêcheries plus vertes, ça vient renforcer ce pôle-là. Et avoir un pôle, une île certifiée, reconnue mondialement comme étant dans une démarche éco-certification, au niveau énergétique, ça en fait une destination beaucoup plus recherchée. Donc, on amène un autre plus. Là, vous me direz, oui, mais là, les bateaux, quand ils débarquent, c'est beaucoup de monde d'une shot, on faut attendre la lumière, là, ben, c'est la rançon de la gloire, si vous voulez, là. Quand on est bon, le monde va venir vous voir. C'est mieux d'en avoir à l'année que juste pendant 2 semaines où, là, vous pensez à Montréal, il manque juste les cônes oranges, puis vous avez les mêmes embouteillages. Des emplois de qualité, puis une expertise dans des créneaux porteurs, une vitrine technologique. Comme je vous parlais tantôt, avoir une démonstration avec des batteries ou avoir une démonstration dans l'utilisation accrue du solaire, c'est une signature ou du couplage éolien des îles. C'est une signature pour les îles, pour les îles, c'est quelque chose de structurant. Ça donne une économie plus vibrante, une attraction des résidents à temps plein et une meilleure qualité de vie. Et comme il y aura plus de monde, ben, ça vous fait moins de taxes foncières. C'est bon? Pas sûr, ça.
Ça se règle au 4. C'est lui le conférencier, c'est pas moi. La démonstration. Donc, la conclusion, l'ACPER et ses membres sont là pour supporter votre démarche. Si vous avez des questions, on est toujours là pour venir vous aider. On se rend disponible. L'autre chose, faites-nous part de vos développements. S'il y a des choses qui arrivent, des initiatives que vous voulez parler, dont vous êtes fiers, parce que souvent on est très humble, on est entre nous autres quand on habite sur une île. Là. À part de Nicodère, oui, il est sur une île, mais c'est à peu près toute la seule similitude qu'il y a avec vous. Mais ceci étant, faites-nous part de vos développements, puis nous on va les spinner, comme on pourrait dire, sur les médias sociaux. Puis suivez-nous aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup un engouement de la part de ce que vous vivez aux îles est également partagé au niveau du Québec là, de faire cette transition énergétique-là et de la réussir. Donc voilà, en dedans du délai qui m'était accordé. Avez-vous des questions? Tu as parlé des biocarburants. Oui. C'est quoi la disponibilité ou qu'est-ce qui s'en vient au Québec là-dessus? Tu as montré une usine dans le pays scandinave, là, mais plus proche de chez nous, qu'est-ce qui s'en vient? Plus proche de chez nous, il y a certains projets qui ont eu du support sur la Côte-Nord, notamment pour avoir de l'huile pyrolytique. Qui se mettent en place. Il y a la ville de Latuc avec son projet de bioraffinerie qui serait sensiblement la même chose que celui que je vous ai montré, qui vient d'avoir un financement pour faire la dernière partie, son étude de concept pour aller lever le milliard que ça va prendre pour la construire. Et donc, c'est un prérequis, mais la technologie, elle est là. Mais néanmoins, des entreprises comme Preem en Suède, comme Neste, qui est une compagnie finlandaise aussi, en produisent, en exportent, en vendent mondialement. C'est sûr qu'il peut avoir également des fabricants au Québec qui en font des biocombustibles. Il y a Enerkem qui fait du méthanol et qui va avoir son usine à Varennes pour faire de l'éthanol. Il y a des fabricants de biodiesel. À l'heure actuelle, ce que l'industrie des biocarburants attend, c'est une teneur minimale à la pompe, parce qu'il y a ça au niveau national, mais il n'y a pas ça au Québec. Et le gouvernement nous a dit qu'ils iraient de l'avant, mais le fait d'avoir une teneur minimale va créer un marché et d'autres projets sont sur la table. Donc, actuellement, le Québec importe massivement les biocombustibles qui sont injectés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de teneur minimale et donc les compagnies ont été s'implanter en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta parce que là, il y en a une provinciale. Et donc, ça devrait changer d'ici quelques mois. Mais ça, je vous parlais d'ici 2-3 ans. Il y a moins de s'approvisionner sur le marché mondial, mais de l'autre côté, je pense qu'au Québec, le fait de dire on va utiliser des biocarburants qui proviennent de l'agriculture, de faire pousser des plantes, du maïs ou autre pour en faire un carburant, c'est pas quelque chose qui est bien accepté. Donc, de là, le fait de dire qu'il y en a qui maintenant peut se faire à partir de biomasse forestière, mais c'est quelque chose d'ici 2-3 ans qu'il faut le suivre parce qu'il y a moyen d'en avoir. Tu réponds à la question? Oui. D'autres questions? Ah, je suis sûr que vous en avez une. Vous avez hâte de partir? Bon, en tout cas, vous avez le titre? Oui, allez-y. Quand on parle de biocarburant, il n'y a pas encore là un risque de perpétuer la dépendance. Si on parle de la Madeleine, la difficulté d'accès, on est toujours dépendant de comment on a accès à une ressource ou à une autre. Est-ce que c'est pas déplacé de problème? La question c'est une super bonne question, puis je pense pas que en une nuit, on va prendre l'exemple des pêcheurs parce que c'est plus facile à prendre. Je pense pas qu'en une nuit, les pêcheurs se sont couchés avec leur barque à rame puis à voile, puis que le lendemain, ils se sont réveillés puis qu'il y avait tout un moteur. Je pense qu'il y a une transition qui se fait, et donc, en 2 nuits?
Oui, le dimanche ou le lundi. Non, mais, donc, c'est ça, il y a une transition qui va se faire. Mais le plus important dans la démarche que vous faites pour avoir le maximum des retombées, c'est une fois que la vision elle est prise, puis c'est d'aller porter la parole, envoyez votre maire, vous l'aimez chez vous, là, mais envoyez-la, prenez votre député, prenez votre chambre de commerce, puis allez la communiquer, faites du démarchage, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui cherchent, c'est des vitrines comme ça, de dire, regardez, nous on est arrivés aux îles de la Madeleine, c'était ça le portrait, voici ce qu'on a réussi à faire, et ça en fait une vitrine technologique mondiale. Donc, puis le plus dur dans une transition énergétique, c'est l'acceptabilité sociale. C'est de faire dire que les gens sont derrière moi, qu'aux 3 semaines, je n'aurai pas quelque chose qui va lever dans les médias parce que quelqu'un subitement a décidé qu'il n'était plus d'accord. Le fait de dire pourquoi les exemples des pays scandinaves reviennent souvent, c'est que là-bas, ils ont vécu une certaine insularité comme les îles, parce qu'ils sont dans le fond de fjord, puis un fjord, dans le fond, c'est comme une grosse île. Hein? T'es sur le bord, puis tu as des montagnes à peu près à 500-600 mètres, fait que t'es pas mal isolé. Et donc, ça fait qu'ils parlent beaucoup. En fait, ils s'écoutent beaucoup parce que c'est pas des gros jaseux, là, mais ils s'écoutent beaucoup là, mutuellement. Et ça peut prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans à faire le tour de la question, puis à en faire lever, puis à se reparler. À partir du moment où ils ont décidé, par contre, là, le dossier est terminé, la décision est prise et le dossier se termine. Ce qui fait qu'au bout du compte, par rapport à plus une approche nord-américaine où on y va d'une shot, puis on traitera le problème à mesure et on gérera des crises. Bon, les gens de médias aiment ça, ça fait vendre, là. Mais au-delà de ça, je pense que l'approche que vous prenez, d'en discuter pour faire cette transition, pour dire que oui, on va prendre des biocarburants, mais soyez, mesdames, messieurs, soyez bien avisés là, que notre objectif est de se rendre à tel endroit pour telle date. Et ça, je pense que tout le monde respecte ça, mais c'est ce qui va permettre d'attirer ici des entreprises qui créent des emplois, d'envoyer un signal clair, positif, que c'est la volonté de tout le monde. Ça répond à ma question? Oui. Allez-y. D'un point de vue d'entrepreneur, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir une opportunité pour les petits réseaux, comme les réseaux autonomes comme le nôtre, que les entreprises vont pouvoir devenir rentables comparativement aux grandes énergies, où on regarde des raffineries, par exemple, comme Sarnia ou des choses comme ça qui sont immenses. Est-ce que les petits réseaux comme nous autres peuvent offrir des opportunités intéressantes pour les petites entreprises, ou vous pensez qu'éventuellement ça va toujours revenir quand même aux grosses raffineries biodiesel? Est-ce qu'on peut penser à faire des petites entreprises qui peuvent quand même être rentables dans des petits bassins? Comprenez-vous ma question? Oui, je la comprends très bien. La question va être, la réponse l'année derrière ça, elle est très simple. Je vous dirais que vous avez le litre de biodiesel fabriqué aux îles qui se vendrait, je ne sais pas, 1,15 $, puis que vous avez le litre de biodiesel qui vient d'ailleurs à 1 $. Après ça, c'est une question de solidarité sociale. C'est l'effet de dire celui qui produit aux îles, il est 1,15 $, mais il crée des retombées, il crée des jobs, puis on connaît tout le monde, puis on est plus vibrant. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? Et si la réponse est oui, est-ce que les autres qui le consomment sont prêts à faire les mesures d'efficacité énergétique pour compenser ce prix de l'énergie en premier? Si la réponse est oui à tout ça, il peut y avoir de la place effectivement pour des petits modèles. Et il y aura, les petits modèles ont souvent le fait de dire qu'ils n'ont pas nécessairement les économies d'échelle pour s'y rendre. Donc, en fait, la réponse à la question de Marc-Olivier, on n'a pas des Alcan de ce monde, puis des Sarnia, puis des grosses entreprises qui sont des gros consommateurs énergétiques. Mais nous, notre équivalent à ça, c'est carrément Hydro-Québec. Donc, si un jour on voudra, la question c'est, on pourrait avoir une petite usine qui produira du biodiesel ici, ça peut être possible ou peut-être impossible, mais ça dépend d'abord d'Hydro-Québec. Parce que ça ne sera pas juste le consommateur à la pompe dans le cas des îles, avec la population qu'on a, qui pourra rentabiliser un pareil investissement. La TUC, c'est la TUC, oui, physiquement on a la TUC, mais la TUC, c'est le Québec. Ils ont accès à des réseaux facilement.
Et si notre gros client de ce cas-ci, c'est Hydro-Québec, qui consomme 40 millions de litres de diesel par année. Vous savez, quand on est une association, on ne s'insère pas entre des discussions commerciales entre deux partenaires. Donc ça, je pense que vous avez une table de travail avec Hydro-Québec. Ben, on négocie pas, là. Non, mais ça, je pense que c'est un enjeu à discuter avec eux. C'est un enjeu à discuter avec eux. Mais en même temps que là, il y a des grosses avancées avec le biodiesel à partir de biomasse forestière résiduelle. En même temps, vous l'avez vu avec la marine américaine, leur objectif, c'est de produire à partir d'algues. Et donc, ce faisant, je pense que vous avez un immense... et non pas à partir d'algues qu'on va couper des laminaires, mais plutôt des micro-algues qui posent dans des... Encore là, comme dans des panneaux solaires de tubes. C'est des tubes qui sont mis au soleil pour la photosynthèse. Et, on récupère, on concentre ces algues-là. Et ce faisant, c'est comme ça que la nature a fonctionné pour produire le pétrole. Ça, il a pris 50, 100 millions d'années pour le faire, mais là, en circuit fermé, on est capable d'accélérer ça en à peu près 3 semaines, 1 mois. Et donc, cette technologie-là également baisse. Voilà. Oui, votre question? Oui, je voulais savoir votre point de vue, comment vous voyez la conciliation entre l'installation d'énergie renouvelable, comme par exemple des panneaux solaires photovoltaïques, dans des zones où le patrimoine bâti est protégé. C'est une super bonne question parce que ça se ramène à l'acceptabilité sociale. Et c'est là la question de dire, écoutez, je vous dirais que les panneaux solaires ne sont plus obligés aujourd'hui d'avoir un cadre en aluminium et d'être installés dehors. Ils peuvent être sur un toit, ils peuvent être également faits avec des tuiles qu'on remet sur le toit. C'est des choses qui se font, mais en même temps, si on a un bâtiment commercial et qu'on avait du séchage de morue qui était là, ben, écoutez, il y a moyen de mettre une pancarte et d'expliquer que, vous voyez, jadis ça servait à ceci, aujourd'hui le même équipement sert à produire de l'électricité. Ça dépend comment c'est inséré. La beauté est dans l'œil de celui qui l'aperçoit. Si collectivement on y voit du sens, puis si collectivement ça s'insère dans quelque chose qui fait partie du patrimoine et de l'histoire, il y a moyen de le faire accepter, il me semble. Voilà cette table-là. Oui, madame. Mais c'est là le problème, vous parlez de collectivement, mais toute l'énergie, c'est pas Hydro-Québec finalement qui contrôle tout. Qu'est-ce qui fait que nous, depuis des années, on devrait avoir des éoliennes, puis ça ne s'est jamais fait? Je sais que l'administration travaille très fort présentement, là, mais il y a tellement eu toutes sortes de... Et moi, j'ai toujours l'impression que c'est Hydro-Québec qui a le contrôle de l'énergie au Québec. Et quand on essaie de faire des démarches sur l'énergie solaire ou sur l'énergie éolienne, il y a toujours des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est moi ou bien ça a changé ces dernières années? Les employés du Québec qui vont se charger de rapporter à mon ami Pierre-Luc Desgagnés et à mon autre ami Éric Martel ce que je vais dire. Vous savez, une entreprise, ça a sa culture, ça a ses façons de faire, puis beaucoup de ça est fonction de ce que le leader en haut demande et attend de ces gens. Je pense qu'en pas tout à fait 1 an, le nouveau PDG, Éric Martel, a mis en place, a changé des structures, a changé du monde. On a dit à certains, merci beaucoup, bonne retraite, voilà. Corrigez-moi si je me trompe, là. Vous êtes là, il y a un changement de culture qui se fait, qui se vit, puis qui se discute. Puis au bout du compte, c'est une discussion qu'il faut que le milieu aille avec Hydro-Québec. Le prix de l'éolien baisse annuellement. La dernière étude faite par le National Energy Research Laboratory aux États-Unis nous parle d'une baisse de 40% d'ici 2030, du coût qui est déjà très bas aujourd'hui. Les panneaux solaires baissent de 15% par année depuis 30 ans. Donc, je veux dire, à un moment donné, ce que je vous explique, quand la centrale elle a été construite, elle remplaçait une autre qui était, quand elle a été construite, qui était mieux que les lampes à l'huile.
Alors, l'ancienne centrale qui était là était mieux que les lampes à l'huile. Et la nouvelle qui est venue quand elle a été construite, elle était déjà beaucoup mieux que l'autre. Puis aujourd'hui, on se ramasse que les technologies avancent, ont des coûts de production qui s'abaissent. Et là, la question, c'est d'avoir la discussion, de dire comment est-ce qu'on fait la transition? Comment est-ce qu'on fait ce phasing, phase-out-là? Comment est-ce qu'on le structure pour, en même temps, je pense, garder les emplois, conserver le dynamisme économique, puis faire en sorte qu'on améliore le bilan économique des îles. Et je vous dis, moi, je pense que la nouvelle direction qui est là est beaucoup plus ouverte à avoir des discussions. Une question pour savoir peut-être, M. le maire, l'énergie solaire, c'est ce qui a Honnêtement, en tout cas, ce qui nous concerne à la ville, il n'y a pas eu énormément de démarches. On a eu beaucoup de... Nous, on n'a pas fait de démarches particulièrement. Il y a eu un certain nombre de promoteurs qui sont venus nous voir avec plein d'idées, avec plein de propositions. Il y en a un récemment qu'on a retenu auquel on s'est engagé à participer à un projet pilote pour valider, pour vérifier un certain nombre de choses. Mais le défi auquel on est souvent confronté, c'est qu'on a des gens, c'est pas péjoratif, c'est l'état de situation. On a plein de gens qui viennent nous voir pour plein de projets, mais la finalité est toujours la même. Moi, j'ai l'idée, avez-vous l'argent? Là, on dit, nous, on ne va pas servir de cobaye. Si vous vendez quelque chose, vous avez quelque chose qui est efficace. Nous, on n'est pas une entreprise, on n'a pas des capitaux investis. Donc, c'est tout le temps là qu'il faut calculer. Puis, vous posez la question sur l'éolien, mais le solaire, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont vendus à l'éolien. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer 5 minutes qu'on va installer une éolienne à quelque part. Et ça, c'est dans la population, c'est vrai, mais dans les dirigeants, c'est vrai aussi. C'est pour ça que des fois, c'est aléatoire, dépendamment de quelle technologie on parle. Et ici, ce que Jean-François Samré présente, c'est un peu le pendant de tout ça. Il y a plein de possibilités qui existent. Là, ça prend une volonté gouvernementale, ça prend une volonté entrepreneuriale, et ça prend des milieux qui se mettent ensemble, se concertent, et qui disent, nous, on va de l'avant. Pourquoi on cite la Finlande souvent, ou d'autres pays d'Europe? C'est parce que le pays a décidé que c'était terminé, c'est vers là qu'on s'en va, et on s'en va. Fait que là, c'est pas comme si on était tout seul à décider une chose, ça dépendait que de nous. Mais oui, il y a des projets qui s'en viennent. L'éolien est un bel exemple. Ça ne réglera pas tout, mais on va franchir un pas. Le solaire, tranquillement, pas vite. On disait qu'il y avait un problème de coût, là, ça diminue de 15% d'année en année. Plus ça va aller, plus on va voir des panneaux solaires arriver. Mais en même temps, le défi aussi, c'est comme dans l'éolienne, c'est comme dans le panneau solaire. Est-ce qu'on veut en avoir partout, n'importe comment, n'importe où? Il y a tout ça. C'est ça. Il y a tout ça. C'est un défi tous les instants, dans le fond. Les Malinos sont un peu comme les Russes, on fait confiance, mais on veut vérifier. Ouais, Donc, le gouvernement, est-ce qu'il crée des incitatifs concrets qui permettent, parce que personne n'est contre la vertu, puis beaucoup, le capital social et environnemental aux îles est élevé. C'est parce qu'on est entouré de beauté et de merveilles, comprenez-vous, qu'on veut les conserver. Mais il faut avoir des incitatifs parce qu'ici, c'est 30 et 40% plus cher. Quand on parle de construction à l'échelle personnelle ou sociale, moi je rêve d'avoir des panneaux solaires, d'être très respectueuse de mon environnement, mais c'est des coûts astronomiques pour un Malino, comparativement à un Montréalais ou à quelqu'un qui reste en Abitibi. Alors est-ce qu'il y a des incitatifs concrets de la part des gouvernements que vous constatez? Regardez, là, on va entrer dans une nouvelle phase. Il y a le fond vert qui est là. Vous savez, la beauté de la chose avec les îles, là, c'est... Tantôt, je vous ai dit qu'on m'a rapporté que quelqu'un m'a dit que les Malinos, c'est les plus gros amateurs de GS du Québec per capita. Bon. Mais partons de l'idée que nous nourrissons là. On sait qu'il faut passer les choses dans son contexte. Mais là, on part avec ça, puis qu'on se met à marcher. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il faudrait s'attendre que derrière ça, s'il y a un endroit où il y a des programmes à faire pour réduire les émissions de GES, bien, on va y aller où il y en a le plus, où ça fait le plus de sens. Donc, les îles de la Madeleine, c'est un climat particulier, c'est quelque chose qui serait très structurant pour l'économie. Donc, derrière ça, il y a un travail pour s'assurer que dans le plan stratégique que le gouvernement va déposer de transition énergétique Québec de 5, 10, 15 ans, que vous soyez là, puis qu'il y ait des représentations par vos élus qui soient faites. Moi, si je le fais, il faut que je m'enregistre au registre des lobbyistes pour dire que je me prends
un mandat pour aller faire de la place au projet Malino. Ça ne me dérange pas de le faire, là. Mais votre maire, votre député, lui, il n'a pas besoin de faire ça, parce que c'est sa job. La loi sur le lobbying est claire là-dessus. Donc, il va falloir aller rencontrer les gens au ministère de l'Énergie pour s'assurer que les démarches que vous faites vont pouvoir se faire. Puis de l'autre côté, il y a 3 milliards dans le fonds vert. Puis plus ça va aller, plus il va en avoir. Donc, la question c'est, mais ça va être de dire, il ne faut pas tomber comme dans les rénovations domiciliaires tant qu'à faire. C'est qu'il va falloir avoir une réduction de compte, une transparence, puis mettre des critères. Mais c'est sûr que dans les milieux insulaires, qui sont alimentés par des réseaux autonomes par des combustibles fossiles, il y a là un gain net quand même assez facile, mais il faut le structurer aussi. Et donc, je ne peux pas répondre à la place du gouvernement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va travailler fort pour que des incitatifs comme ça soient disponibles. Et en complément, c'est à ce à quoi notre stratégie énergétique va servir, justement. C'est se doter d'un plan de match en fonction de notre réalité à nous, d'insulaires, qui a un coût associé à ça, puis qui a un contexte environnemental, il y a une valeur aussi des paysages. La stratégie énergétique, c'est à ça qu'elle va servir. Nous permettre de convaincre des institutions comme Hydro-Québec ou comme le gouvernement de mettre des mesures particulières en place. Mais ça prend une vision, ça prend un plan. Tu ne peux pas juste aller là et dire j'ai une idée à gauche, j'ai une idée à droite, j'ai une idée en avant, une en arrière. Il faut avoir un plan structuré. Et surtout, ce que les gouvernements aiment particulièrement, et les sociétés d'État comme Hydro-Québec, c'est que ça soit porté par le milieu aussi. Si à chaque fois quelqu'un propose quelque chose, on a une vague qui s'élève contre ça, ça ne pourra pas fonctionner non plus. Le plan, il est là, l'idée, elle est là, le plan est en train de se faire. Et avec des joueurs comme l'ACPA, avec la Chambre de commerce, avec l'ensemble de la société madinienne, on va y arriver. Mais, puis là, le timing est particulièrement bon, je tiens quand même à le dire. Avec M. Martel à la tête d'Hydro-Québec, pour l'avoir rencontré personnellement, il y a une vision qui est tout à fait différente de l'implication du rôle que Hydro-Québec peut avoir dans un territoire comme le nôtre. On a une dynamique aussi localement, on a des employés qui travaillent à une centrale, qui sont conscients de la centrale, qui sont conscients de ce qui s'en vient. Les éléments sont là, les éléments sont réunis pour réussir. En conclusion, je pense que vous avez totalement raison. Il faut que les énergies renouvelables viennent servir à consolider, à renforcer l'image touristique, puis l'image des pêches des îles, parce que c'est comme ça que ça va être structurant. Alors, je pense que plus on rentrait dans le sujet, plus on se sentait concerné de plus en plus. Hein. C'est un sujet qui est à la fois très sensible, mais en même temps, chacun se sent concerné là-dedans. Merci beaucoup pour cet exposé. Je pense que ça a peut-être éclairé un peu les gens. Ce qu'on se rend compte aussi qu'on est content d'apprendre, c'est qu'on n'est pas les pires au Québec. Si on se compare, on se console. C'est pas tout. Mais je pense qu'on est à une croisée des chemins, comme on a mentionné, comme notre maire l'a mentionné. On a des tribunes pour s'exprimer. On a des influenceurs qui sont là, qui ont une volonté d'agir. Je pense qu'on est rendu là. Et les choix qui seront faits, c'est sûr que ça concerne toute la communauté, autant les résidents, les entrepreneurs, toute forme de personnes qui restent aux îles vont se sentir touchées par ça. Mais on est là-dedans. Le courant est à prendre des choix. Puis dans les choix, mais je pense qu'on a des personnes qui sont en place pour aller nous chercher l'information la meilleure qui soit pour nous, puis qui soit adaptée à notre communauté aux îles. Puis aussi avec le décret du gouvernement dernièrement, je pense qu'il y a une écoute particulière quand on vient mentionner qu'aux îles de la Madeleine, il y a des particularités, mais je pense qu'ils sont considérés dans la balance. Absolument. Alors, merci encore pour cet entretien, cette conférence, cette information. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je veux quand même vous rappeler qu'on a d'autres activités qui s'en viennent très prochainement. Alors, le 20, en formule déjeuner d'information, on va avoir Marie-Claude Rioux de Vaillancourt Rioux et Associés. Et le 27 septembre, il ne faut pas oublier, c'est notre Assemblée générale qui va avoir lieu ici même, dans très peu de temps. Alors, sur ce, je vais vous dire merci et bonne journée, puis merci d'encourager encore les activités de la Chambre de commerce.